Bon, à moins que vous n'ayez vécu dans une grotte ces dernières années, vous avez déjà entendu parler de la notion d'effondrement. Et en fait, cette histoire d'effondrement, c'est devenu presque une banalité en soi aujourd'hui, même si les réactions sont et les niveaux d'analyse sont différents d'une personne à l'autre. Ça va du savapétisme à des gens comme lui qui parlent d'effondrement civilisationnel, ou même encore plus grand que ça, d'effondrement écosystémique. Et si vous avez entendu parler de ces notions-là, et notamment la collapsologie, eh bien, vous le devez à ce monsieur-là, Pablo Servigne, qui est docteur en biologie et chercheur en écologie, qui s'est fait connaître par son livre, sorti en 2016, si je dis pas de bêtises, Comment tout peut s'effondrer, qui a eu un retentissement énorme, au point que les spécialistes de l'effondrement qui l'ont précédé se sont posé la question, se sont dit mais comment vous avez fait quoi pour rendre ce sujet aussi mainstream. Donc lui, son positionnement, c'est vous inquiétez pas, braves gens, l'effondrement va bien se passer si vous faites comme je dis. Il suffit d'être gentil, de se faire des câlins les uns les autres, de se regrouper en communauté où on va faire de la permaculture et la kumbaya, et puis ça va bien se passer. Ça va même être mieux que le système actuel. Donc vous vous en doutez, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit, mais en même temps, il y a beaucoup de points sur lesquels je le rejoins. Nous vivons une période d'accélération, là-dessus, on fait le même diagnostic, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde en parle avec ses mots à lui. Mais bon, bref. J'ai écouté ce qu'il a dit, et il y a plein de points sur lesquels c'est pas juste que je suis pas d'accord avec le diagnostic ou les solutions, c'est je pense ce qu'il dit est fallacieux, trompeur. Mais j'ai quand même été étonné, notamment parce que, en fait, ce qui a fait que je suis allé écouter, c'est que je voulais savoir qu'est-ce qu'il répondait à l'objection. Oui, mais tes communautés de bisounours. Le jour où il y a une famine et que, je sais pas moi, il y a une tribu qui déboule et qui dit, qui déboule avec ses fusils et ses machettes et qui dit, bon, maintenant vous nous filez votre réserve de patates, sinon ça va mal se passer. Tu fais quoi? Parce que c'est la première objection, c'est de dire oui, c'est bien ton truc, si tout le monde était gentil, théoriquement, ça pourrait marcher, et encore, moi personnellement, j'y crois pas, mais c'est surtout, qu'est-ce que tu fais si tout le monde n'est pas gentil? Et en l'occurrence, il répond à cette question-là, donc on va y venir, il aborde la question, parce que je suis pas le seul à lui avoir reproché d'avoir une attitude de bisounours, visiblement, donc il répond à cette question. Et j'ai été étonné de sa réponse, je dois le dire. Donc on va y venir, mais avant, je vais vous expliquer comment il voit les choses et selon moi, pourquoi il les voit ainsi. Et je précise, avant de démarrer, parce que après tout, vous dites, mais c'est qui celui-là pour qui il se prend pour corriger un docteur en biologie dans son domaine d'expertise. Bon, effectivement, ça peut s'entendre. Donc, je ne suis pas chercheur, hein. Si c'est ça que vous voulez, si c'est des diplômes, bon, ben arrêtez la vidéo. Par contre, je m'intéresse à la question des effondrements de civilisation depuis 2006, donc ça fait presque 20 ans. J'ai été, pendant une période, survivaliste. Et pendant 10 ans, j'ai étudié ça, les effondrements de civilisation, parce que je voulais comprendre ce qui se tramait. J'ai étudié ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo, mais je vous garantis que je connais bien le sujet. Ça a commencé comment? Eh bien, en 2006, j'ai découvert, je sais plus comment, complètement par hasard, ce truc. Alors, ça a beaucoup évolué depuis. Je sais pas du tout. Ah oui, si, ils ont toujours les bulletins? Non, ça marche plus. Bon, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. J'avais découvert ça en 2006, ils annonçaient la crise des supprimes. L'énorme crise de 2008-2009, la crise économique. Eux, ils l'avaient annoncé en 2006. Donc, à l'époque, j'avais vu ça, et j'avais été convaincu par leurs arguments. Et puis en plus, ça s'est confirmé après. Donc je m'étais dit, bon, ils ont compris deux, trois trucs, ceux-là. Et en l'occurrence, c'est eux qui m'avaient mis sur la piste du pic pétrolier. Et là, je m'étais dit, ben, en fait, oui, du pétrole, il y en a en quantité limitée, on va pas pouvoir en extraire jusqu'à l'infini, on peut pas faire de croissance infinie dans un monde fini, donc ça va s'arrêter un jour, quand? Ah ben, visiblement, c'est pendant pas très longtemps. Et à l'époque, on avait ce genre de graphique qui nous disait, ben voilà, c'est imminent, quoi. C'est 2005-2010. Bon, il y a toujours une marge d'erreur dans ces prédictions, mais on en a eu plein.
Et aujourd'hui, on en est où? Voilà la tête du pic pétrolier aujourd'hui. Donc là, c'est 2024. Et vous voyez bien, ça continue à augmenter. Alors, il y a toujours des petits bumps à des moments, mais grosso modo, il n'y a pas eu de pic pétrolier. Pourquoi? Parce que ici, là, vous voyez, 2000, je me souviens plus la date exacte, 11-12, on a eu un gros bouleversement, c'est la fracturation hydraulique et le pétrole de schiste aux États-Unis. Vous voyez là, ici, North America, c'est les Américains en fait. C'est les États-Unis. Et la production mondiale augmente grâce à eux depuis ce temps-là. Sinon, c'est vrai qu'elle aurait stagné. Mais elle ne stagne pas. Alors pourquoi j'ai changé? Sans rentrer dans tous les détails de ma période survivaliste. Ben, à l'époque, donc j'avais analysé toutes les explications, j'avais lu je ne sais combien d'études scientifiques sur ce sujet-là, et je m'étais dit, en 2012 à peu près, je m'étais dit, bon, ok, là il y a le pétrole de schiste, mais bon, il y avait des arguments convaincants comme quoi ce n'était qu'un feu de paille, c'était pas une vraie technologie, etc. Donc je m'étais dit, on devrait atteindre le pic en 2017, plus ou moins 2 ans. Donc en 2015 au plus tôt, 2019 au plus tard. En 2019, bon, bah, il n'y a pas eu. Il y a eu la Covid, ok, mais je me suis dit, s'il y a vraiment le pic pétrolier, la Covid, ça va être le signal, en fait, ça va déclencher l'effet domino. Il n'y aura pas de reprise. Et en 2019, il n'y a pas eu. Le pétrole de schiste ne s'est pas arrêté. En fait, il a diminué parce que la consommation a diminué, pas parce qu'on n'y arrivait plus. Et aujourd'hui, l'essence, par rapport au prix du SMIC, n'a pas augmenté, ou pas beaucoup. J'ai pas vérifié, mais bon, bref. Donc en 2019, pour moi, on devait avoir des signes tangibles. Et il n'y avait pas le début d'un pic pétrolier à cette époque-là. Donc, je me suis dit, bon, mes prévisions sont fausses, il faut que je révise mon jugement. Donc, j'ai tout repris à la base. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, ça serait trop long et trop complexe. Mais je me suis dit, bah non, en fait, je me suis complètement planté. Les scientifiques que j'avais lus se sont plantés. Je leur faisais confiance naïvement, hein, et en l'occurrence, lui aussi, c'est un chercheur, donc c'est aussi pour ça que je me permets de prendre la parole, c'est que j'ai déjà fait confiance à des chercheurs qui parlaient d'effondrement, et je me suis déjà fait avoir. Donc, aujourd'hui, je suis plus méfiant. Et en plus, j'ai d'autres connaissances, du fait de mes recherches sur l'accélération, donc j'espère vous éviter de tomber dans le même genre de piège. Mais je ne vais pas vous dire, c'est moi qui détiens la vérité non plus. Hein. C'est pas le but. Je vais vous proposer un contre-discours. Après, peser le pour et le contre. Et on va prendre des arguments qu'il énonce. En tout cas, on va pas tous les prendre, ça serait trop long, mais on va prendre le cœur de son argumentaire. Et je vais vous expliquer, en tout cas, pourquoi pour moi c'est fallacieux. Donc voilà d'où je parle. Je connais extrêmement bien ces questions d'effondrement. J'avais fait une liste des civilisations effondrées, des bouquins sur l'effondrement, et j'ai écouté toutes les vidéos YouTube sur le sujet. Donc lui, ce qu'il dit, c'est le problème, c'est le système capitaliste, qui est un système violent. Il parle de violence horizontale et verticale. Alors, la violence verticale, c'est celle qui s'exerce des couches sociales supérieures vers les couches sociales inférieures, donc dans la hiérarchie sociale, et la violence horizontale, c'est la compétition. Et donc il dit, bah, le problème vient de là, en fait. Donc on va écouter ce qu'il dit, et je vais commenter. Non, c'est là, c'est la grande question du moment, c'est-à-dire qu'il y a un déchaînement de violence qui se perpétue là, tu vois, et c'est typiquement une mécanique de la compétition. Bon, déjà, déchaînement de violence, il parle du système capitaliste. Alors, déjà là-dessus, bon, je prends Harvard in Data. Le déchaînement de violence du système capitaliste, hein, alors on va le faire démarrer avec les révolutions industrielles, mais bon, grosso modo, ça décolle au 19e siècle. Bon, voilà, le déchaînement de violence, il amène à quoi? Quasiment au triplement de l'espérance de vie. Bon, on a vu mieux comme déchaînement de violence. Bon, ensuite, vous allez me dire, oui, mais les guerres, les morts, machin. Bah ouais, bah pareil, les homicides diminuent énormément depuis les révolutions industrielles. Les guerres, pareil. Alors bon, ok, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, mais depuis cette époque-là, ça diminue. Alors, il y en a vraiment plus beaucoup. Alors je sais, aujourd'hui, on est submergé de discours sur les guerres, de partout, les menaces de guerre. Mais en réalité, ça a beaucoup diminué. Alors malheureusement, il n'y a pas les chiffres actualisés en 2025. Peut-être qu'avec la guerre en Ukraine, ça remonte un peu. Mais bon, on est dans des niveaux de violence très, très bas. N'oubliez pas aussi que
il y a eu une explosion de la démographie, donc le niveau de violence en proportion a beaucoup baissé. Bref, il y en a plein de statistiques comme ça, sur la pauvreté et tout, les choses s'améliorent. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Là, il parle d'un déchaînement de violence, mais ça ne se voit pas dans les faits, c'est pas ça. C'est la course de la Reine Rouge, c'est-à-dire si tu ne cours pas plus vite, toujours plus vite, pour rester à la même place, c'est ça la course de la Reine Rouge en évolution, qui fait référence à Alice au Pays des Merveilles. Il faut courir toujours plus vite pour rester à la même place. Et tu te déclasses et tu meurs. Bon, la vraie question, sachant que ces logiques-là mènent à rien, mènent à... non, elles mènent pas à rien, je suis désolé. À la destruction de la société. Ouais. Oui, d'accord. Mais en fait, c'est ces logiques-là qui mènent à la construction de la société. Donc après, si la société s'effondre, c'est peut-être parce que ces logiques-là, elles s'effondrent aussi. Mais bon, ça c'est un autre sujet, sur les causes de l'effondrement. Mais bon, pour lui, voilà, ça ne marche pas. Bah oui, mais jusqu'ici, ça marche. Et la destruction de la nature. Si tu lâches la bride à la compétition, je le répète, ça détruit les sociétés. Oui, d'accord, ok. Ça détruira peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est ça en fait partie. La compétition non cadrée, c'est la mort. C'est le choix de la violence horizontale. C'est la mort. Donc, le but, c'est de cadrer la compétition. Toujours, un maximum. Et les animaux l'ont... Alors là, attention, voilà. Ça, c'est l'argument phare central, que je vais contester, évidemment. Vous en doutez. Bien compris, hein. Ils se battent pas tout le temps. Hein. C'est très rare qu'ils se battent. Eux, ils ont des comportements ritualisés. C'est-à-dire que quand il y a un problème de reproduction ou de territoire, ils arrivent, ils montent les biscottos. Ok, je me bats pas. Ils ont compris. La compétition, c'est risqué, c'est fatigant, et ils préfèrent ne pas se battre, tu vois, ils préfèrent vivre. Bon, voilà le cœur de son argument, et en fait, là, il l'a explicité, et à d'autres moments, il dit que la nature évite la violence, et en fait, c'est ça qu'il veut dire. Au début, je me suis dit, mais de quoi il parle? Donc, c'est ça, le cœur de son argument. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah oui, c'est vrai. Mais, mais en fait, c'est vrai, mais c'est partiel, c'est trompeur. Pourquoi? Ce qu'il raconte, c'est la compétition intra-espèce. Donc c'est vrai qu'au sein d'une même espèce, la plupart du temps, mais pas toujours, c'est adaptatif d'éviter la violence. Et c'est très logique. Vous regardez les animaux dans la nature, et là, je parle toute espèce confondue. Bon, les animaux passent leur temps soit à éviter d'être bouffés, soit à chercher à bouffer. Et la plupart du temps, et déjà ils n'ont pas le choix, mais la plupart du temps, cette violence-là, elle est partout dans la nature, quoi. Mais au sein d'une même espèce. C'est une violence asymétrique. C'est ce que je voulais dire avant de passer à la suite de l'argument. Donc c'est une violence asymétrique. Le prédateur, la proie n'a aucune chance face au prédateur. Donc c'est une violence qui s'exerce régulièrement. Mais au sein d'une même espèce, vous êtes face à un concurrent qui est à peu près de même force. Donc là, vous prenez des gros risques. Les deux prennent des gros risques. Donc évidemment, à moins qu'il y ait un enjeu de territoire ou de reproduction, c'est ce qu'il a dit de manière forte à propos, vous n'allez pas vous battre. Vous allez éviter. Les ours, quand ils se croisent, ils évitent de se battre. Parce qu'après, il n'y a pas d'hôpitaux dans la nature. Hein. Quand vous êtes blessé, vous êtes mal. Hein. Donc c'est extrêmement risqué et ça rapporte pas grand-chose la plupart du temps. Donc il a raison de dire que les animaux évitent le conflit au sein d'une même espèce. Mais entre les autres espèces, alors soit ils se bouffent pas les uns les autres et ils s'ignorent, soit, et ça c'est quand même une grosse partie de la journée des bestioles, hein, parce que elles vont pas au supermarché. Hein. Pour se nourrir, faut trouver autre chose à manger, hein, y compris quand on mange des plantes. Hein. Les plantes aussi, elles cherchent à se défendre. Hein. C'est pas... Mais bon, bref. Donc la violence, chez les animaux, elle est quasiment permanente, quoi. Les animaux, au moins une fois par jour, il faut qu'ils mangent. Hein. À peu près, quoi. Enfin, peut-être pas tous, j'exagère, mais vous avez compris l'idée. Bref, donc ce qu'il dit, en fait, est vrai, mais trompeur. Et donc, c'est un argument, c'est de dire, oui, mais si la nature, elle y arrive bien, pourquoi nous, on n'y arriverait pas dans nos sociétés? Il faut qu'on fasse... qu'on s'inspire de la nature, de ce qui marche dans la nature. Mais déjà, ça, en soi, je fais une micro-parenthèse, hein, du point de vue philosophique, ça s'appelle un appel à la nature, déguisé, mais bon, voilà, c'est la guillotine de Hume, bon, bref, je ne détaille pas, mais ça a déjà été débunké par les philosophes, ce genre d'argument. Mais... en plus, c'est faux. Trompeur, pardon.
Mais parfois, il n'y a pas le choix. Mais c'est cadré, ça dure un quart d'heure, 5 minutes. Tu peux pas vivre 100% toute ta vie dans la compétition. Ça n'a aucun sens. La compétition, c'est du stress, c'est du rouge, c'est de l'adrénaline, du cortisol. C'est hyper stressant. Donc si tu mets tout le monde en compétition, les chômeurs, les retraités, les entreprises, l'État, tout le monde, toutes les classes sociales, mais tu uses les gens, tu uses les corps et tu uses les sociétés, c'est corrosif. Oui, bon, là, il exagère. Les retraités sont pas en concurrence avec les chômeurs. Bon, là, il parle... Enfin, je sais pas exactement. Il noircit le trait, quoi. Donc, on va revenir sur cette histoire, parce qu'il en parle plusieurs fois, sous un autre angle. Sous cette histoire de compétition. Parce que pour lui, c'est vraiment la racine du problème. C'est ce qui détruit la planète, c'est ce qui détruit tout. Alors que, oui, il y a de la compétition, mais en fait, il y a aussi de la coopération. L'espèce humaine est la seule sur la planète qui coopère à l'échelle de la planète. On est l'espèce la plus coopérative du règne animal. C'est quoi les liens, la joie et le sens? C'est les communautés, c'est les tribus. C'est pour ça qu'on fait qu'on s'associe, c'est parce que c'est la socialité, c'est le collectif qui nous a fait traverser l'adversité depuis des centaines de milliers d'années, nous les humains, et on partage ça avec d'autres espèces. Nous, on a plus la culture. Oui, là-dessus, je suis complètement d'accord. Et la morale. La morale qu'on partage aussi avec d'autres espèces. Il y a ouais, tout à fait. D'autres espèces qui ont l'humour, la morale, plein de choses, la réciprocité, etc., mais en moindre mesure, quoi. Alors, oui, en moindre mesure, en fait, c'est moins complexe chez les autres espèces. Je dirais pas que c'est dans une moindre mesure, nous, c'est plus sophistiqué, c'est tout. En fait, la morale, ça sert à souder nos groupes, quoi. Mais du coup, l'effet qui se passe cool, si je puis dire, c'est que en soudant trop les groupes, on se dessoude des autres groupes. Oui, c'est pas en soudant trop les groupes, en fait, c'est quand tu soudes un groupe, forcément... tu te différencies des autres groupes. Ça peut pas être autrement. Mais la spécificité de l'être humain, c'est justement que, contrairement aux chimpanzés, par exemple, qui sont extrêmement exclusifs et territoriaux, et il y a leur groupe et c'est tout, nous, on a des groupes de groupes. Donc on a des alliances intergroupes, on a complexifié la chose. Et c'est ce qui nous amène à la civilisation actuelle. C'est cette complexification progressive qui nous a donné cette civilisation. Donc faut pas l'oublier. Et donc, l'idée, c'est d'aller en méta, de faire comment faire pour souder, non pas les individus au sein d'un groupe, mais les groupes au niveau méta. Oui, ça existe déjà, ça s'appelle des nations, ça s'appelle des empires, par exemple. Un empire, ça soude les groupes du dessous. Le roi, il soude les seigneurs. Ça a déjà existé. Alors, oui, lui, son idée, c'est d'aller souder tous les groupes comme ça. Oh, il n'y a plus de violence, on est tous gentils. On va y revenir là-dessus. Et puis, les groupes au niveau encore méta. Et on se retrouve dans un poupée russe, un emboîtement, un enchevêtrement de poupées russes de membranes. Et c'est exactement ça que je décris dans le livre de l'entraide. C'est ça qui fait les guerres, les associations, etc. Et puis du coup, tu arrives à des récits. Toi, tu parlais de récits tout à l'heure. Tu vois quelqu'un qui croit que le monde est méchant et que la vie c'est la loi du plus fort. Il va faire une école de business, il va croire que la vie c'est devenir riche et entuber son voisin, etc. Il va juste faire de la merde pendant qu'il est sur Terre. Alors ça me pose problème parce que là, il mélange un discours scientifique neutre où il décrit comment la vie fonctionne avec un jugement moraliste d'après son propre point de vue. C'est pas qu'il a pas le droit, mais c'est qu'il devrait dire « Ah ben ça c'est mon point de vue ». C'est le mélange des genres qui me gêne. Je prends une casquette scientifique d'autorité, puis là, paf, je prends une casquette de prêtre qui prêche sa morale. Mais sans vous dire. Et en fait, pourquoi? À cause d'une croyance. Une croyance, c'est faux. La vie, c'est pas du tout la loi du plus fort. Pas du tout. C'est vraiment pas du tout la seule loi, déjà. C'est pas une loi. Et ça existe, mais c'est très cadré. La compétition existe, mais elle est très cadrée dans la nature. La nature, c'est plutôt un paysage de coopération avec des petits îlots de compétition bien cadrés. Oui, d'accord, Pablo. Ouais, ok. Alors, bon, déjà, la loi du plus fort, oui, c'est pas ça. Darwin, c'était pas ça. C'est le plus adapté qui survit. C'est pas le plus fort. Et même aujourd'hui, on pourrait dire le plus adaptable. Mais sans une histoire de la vie, c'est de la coopération, collaboration. Et il y a des petits îlots cadrés de compétition. Ouais, d'accord. Écoute, Pablo, t'es gentil, mais va faire un stage avec, par exemple, ce monsieur-là, puisqu'il prend des célébrités comme toi. Et va faire un stage
de vie, hein, on va pas dire survie, va vivre juste dans une jungle. Tu vas voir si c'est des petits îlots de compétition ou si c'est en fait la lutte pour la survie et que la plupart des bestioles autour de toi, elles veulent soit se défendre, soit te bouffer. Tu vas voir si tu vas pouvoir faire de la coopération, parce que dans le monde animal, c'est comme ça que ça se passe. Bear Grylls, c'est, je crois, un ancien des Bérets Verts. Bon, voilà, il s'est reconverti. Il a une émission, pour ceux qui connaissent pas, où il se met en scène en train de survivre dans des environnements hostiles. Alors, il est souvent dans la merde, mais bon, il y a quand même son caméraman qui filme à côté. Donc, bon, ok, c'est un peu du show, mais son truc, je pense que c'est assez réaliste et c'est très bien. Il se met en danger de manière calculée et c'est très bien parce que je trouve que ça montre quand même ce que c'est la vie dans la nature. Et les animaux, eux, ils vivent comme ça. Pour nous, c'est un truc, c'est presque un super-héros ce gars-là, pour ce qu'il arrive à faire avec pas grand-chose. Mais pour nous, enfin pour les animaux, c'est juste la vie. Donc qu'il aille faire un stage comme ça dans un environnement sauvage, Pablo, et on va en rediscuter, de voir si la compétition, c'est juste des petits îlots qu'on peut éviter tranquillement, et le reste, on va coopérer. Hein. Il va se mettre d'accord avec l'alligator pour aller... pour qu'il aille lui chercher des algues au fond de la rivière. Bon, je sais pas comment il voit les choses, en fait, c'est tellement ubuesque, cette manière de voir les choses, donc là, j'en reparlerai peut-être à l'heure, mais je vais en parler maintenant. Pour moi, voilà, il voit la nature comme un jardin d'Éden. Et ça vient d'où, ça? Ben, ça vient... Alors là, je fais un peu de la psychologie de comptoir, d'accord. Mais il n'empêche que c'est un intellectuel, il sait pas se battre, il veut pas se battre, et en fait, ça colore beaucoup sa vision des choses. S'il était objectif, il dirait pas ce genre de choses sur la nature. C'est évident que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il dénonce la violence. C'est parce qu'il n'est pas équipé pour. Ok, pourquoi pas. Il joue sa partition à lui. Donc, en fait, il est dans la compétition des idées. Il veut pas de compétition, mais en fait, il y est dans la compétition. Et d'ailleurs, ses bouquins, c'est des best-sellers. Je pense qu'il a plus beaucoup de problèmes pour assurer sa propre survie dans le système dont il profite bien. Et en ce moment, d'ailleurs, bon, je sais pas exactement, mais j'ai remarqué 5 vidéos sur des chaînes différentes que je connais pas, donc bref, qui sont sorties là, 3 vidéos pardon sur des chaînes différentes qui sont sorties coup sur coup ces derniers jours. Donc je pense qu'il a décidé de faire une campagne de communication, je sais pas trop, mais bon bref. Donc partant de là, avec sa vision non violente de la vie et la civilisation ultra violente, compétitive, qui détruit tout, sa solution c'est quoi? Bah, sa solution, vous avez compris, c'est la décroissance. Donc, je vous mets un petit extrait et je vais commenter ça. Pour ça. Donc si imaginons, on dit bon les amis, maintenant c'est la décroissance. Imagine le Premier ministre annonce ça et tout. Mais en fait les bourses s'effondrent. C'est comme un château de cartes. Et la fusée s'effondre parce qu'elle n'est pas conçue pour ça. Donc en fait, il faut concevoir aux périphéries de ce système d'autres systèmes qui, lorsque le principal s'effondrera, la fusée s'effondrera, eh ben, vont émerger, vont naître. Voilà, ok. Donc pour lui, l'effondrement est inévitable, donc autant l'organiser, mais sinon son idée ce serait la décroissance. Eh bien d'accord, vas-y, fais de la décroissance toi. Si on prend la société, et je pense que ce n'est pas une analogie inadéquate, comme un organisme, comme un super-organisme. Prenez une fourmilière, c'est un super-organisme. Une termitière, c'est un super-organisme. Bon, la civilisation, c'est notre super-organisme à nous les humains, mais ça fonctionne plus ou moins comme un organisme. Bon, et ben la décroissance, c'est quoi? C'est comme si je vous disais, eh ben vas-y, maintenant tu vas ralentir tes battements du cœur, tu vas moins respirer, parce que bah, tu comprends, tu émets trop de CO2. Donc calme-toi un peu là sur la respiration. Bon, vous comprenez bien que ça marche pas comme ça. Notre organisme n'est pas fait pour ça. Il pourrait s'y adapter dans l'absolu, plus ou moins, sur une petite période, voire plus longtemps si c'était au fil des générations. Mais c'est pas fait pour ça. Et en plus, on ne sait pas à quel stade notre civilisation est née. S'il faut, notre civilisation est née dans son enfance, en tant que super-organisme, ou bien à l'adolescence. Et donc, c'est comme si vous disiez à un adolescent de 12 ans, ah ben, maintenant, il va falloir que tu décroisses.
faut que tu retournes en enfance, là. 12 ans, c'est trop, mais tu vas retourner à 7 ans. Vous comprenez bien que cet organisme, il n'est pas fait pour ça. Donc là, il dit, c'est pas fait pour ça, le capitalisme, ou la civilisation. Bah oui, c'est pas fait pour ça. Évidemment que c'est pas fait pour ça. La civilisation, elle est faite pour nous défendre des rigueurs de la vie, pour nous défendre des inondations, des sécheresses, des mauvaises récoltes et tout ça. Donc, bien sûr que c'est pas fait pour ça. Mais oui, alors en tant qu'intellectuel, on regarde ça de haut, on se dit oui, mais si on se mettait d'accord, on pourrait quand même faire autrement. On pourrait. Alors c'est vrai qu'il y a du gaspillage dans nos sociétés, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas optimaux, etc., qu'il y a des inégalités et tout ça. Donc oui, toutes ces idées, elles sont séduisantes. Mais quand on creuse, eh ben, en fait, on se rend compte que soit ça ne marche pas, soit c'est extrêmement risqué. Alors, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'écolos qui sont dans ce discours décroissant. On va faire de la permaculture et puis ça va bien se passer. Et pour avoir débattu avec eux, ils vont vous dire oui, mais en fait, les rendements à l'hectare de la permaculture sont plus importants que l'agriculture intensive qui demande des engrais et tout ça, et patins et couffins. Oui, ok. Même en admettant ça, ce dont personnellement je ne suis pas persuadé, en disant on élimine les tracteurs et puis on va planter nos patates à la main et il y aura besoin de beaucoup moins d'intrants et voilà. Ouais, mais le problème, c'est que ça va pas marcher dans la civilisation actuelle. Pourquoi? Parce que avec votre système, vous pouvez pas nourrir les villes. Vos récoltes, même à supposer que vous allez les amener par pure générosité, hein, puisque là on est dans la collaboration, tout le monde s'entraide et tout ça. Hein. Donc vous bossez dans les campagnes et vous refilez la moitié de votre récolte gratos, hein, en échange de rien d'autre, hein, puisque en ville ils feront plus rien hein, pour pas polluer. Vous leur refilez la moitié de votre récolte. Mais le problème c'est que sans la chaîne du froid, sans les camions, sans le pétrole, en fait vos aliments ils vont pourrir avant d'arriver. Oui, ils vont être attaqués par les insectes ou je ne sais quoi. Si vous n'avez pas tout le système actuel logistique, ça ne marchera pas. Donc après, ils vont me dire, oui, mais il n'y a pas de souci, on enlève les gens des villes et puis on les remet à la campagne. Ouais, d'accord, mais là, aujourd'hui, il y a à peu près 50% de la population mondiale qui est entassée dans les villes. Tu crois qu'il y a assez de place dans les campagnes pour accueillir tout le monde? Les maisons, elles vont être vite, vite bondées, hein, je te garantis. Là, la promiscuité, il va falloir vite s'y faire. Et il n'y a pas que ça, hein. Il y a les ressources en eau pour se chauffer. Ils vont se chauffer avec quoi, sans pétrole, ces gens-là? Comment ils vont passer l'hiver? Bon, bref, il y a tellement d'autres problèmes avec cette version. On va se retrouver le soir au coin du feu et danser la kumbaya et ça va bien se passer parce que on est tous contre la violence. Même à supposer qu'il n'y ait pas de violence, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, l'ironie du sort dans cette histoire, c'est que si on est 8 milliards aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a eu deux ingénieurs de la pétrochimie, Haber et Bosch, qui ont inventé un procédé pour capter l'azote atmosphérique et pour en faire des engrais, qui a permis l'explosion des rendements agricoles et de nourrir aujourd'hui 8 milliards de personnes. Sans ça, on ne pourrait pas. Les sols s'épuiseraient beaucoup plus vite qu'avec ces intrants, etc., etc. Moi, je vous dis, l'effondrement de civilisation, c'est un sujet qui me passionne depuis 20 ans, donc j'ai eu le temps de me pencher sur tous ces sujets. Et peut-être que je me trompe, hein. Moi je veux bien en débattre, mais en attendant, il y a toutes ces questions qui se posent derrière. Hein. Et moi, ce que j'entends, ce sont souvent des approches très naïves de la question. Et donc ça me pose problème. Après, vous avez les gens comme Jean Covici qui vont vous dire « Oui, mais non, vous inquiétez pas, on va conserver, on va faire une décroissance raisonnée avec du nucléaire, on va quand même conserver une partie de l'industrie et tout ça. » Mais c'est pareil, bon, la décroissance, je n'y crois pas. En tout cas, c'est pas un discours convaincant, je trouve. Il y a beaucoup de contre-arguments. C'est un discours séduisant. Il séduit pourquoi? Parce que, effectivement, on voit bien. Alors, chacun l'interprète un peu à sa sauce aujourd'hui, en fonction de comment il regarde la situation et de ses connaissances. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne pas rond. Donc il dit, l'effondrement a commencé. Et là-dessus, vous allez voir, je suis assez d'accord avec lui. Moi je dis, je le sens, et je pense qu'on est nombreux à le sentir, qu'on est en cours d'effondrement. Et qu'en fait, l'effondrement, c'est pas un moment, c'est un processus. Voilà, alors, là, en fait, je suis relativement d'accord. C'est-à-dire que pour moi, la France est déjà, depuis un bon moment, en train de s'effondrer. Je dirais, grosso modo, autour des années 2000,
Ça a commencé. Et là, ça se voit. Les années 2010 jusqu'à 2020, maintenant, ça devient vraiment visible. Mais c'est pas toute la planète. La France s'effondre, est en cours d'effondrement. L'Europe est en déclin plus ou moins organisé. Les États-Unis sont en crise, mais ils sont pas forcément en train de s'effondrer. La Chine, ben, pas du tout, en tout cas de ce que j'en vois, en train de s'effondrer. Bien au contraire, eux, ils sont en train de renaître de leurs cendres. L'Inde, c'est pareil. Il y a plein de choses qui s'améliorent là-bas. Leur niveau de vie, c'est pas du tout l'effondrement, en tout cas de ce que j'en comprends et de ce que j'en vois. Mais en France, oui. Vous comparez la France des années 80, 90 à la France de maintenant, ben, il y a plein de choses qui se sont dégradées. La sécurité dans les rues, le niveau scolaire, le système hospitalier. En 2000, on avait le TGV, la fusée Ariane, le Concorde. Vous vous rendez compte, on avait un avion de ligne supersonique. C'était incroyable. Bon, ben aujourd'hui, on est largué. Le pays s'effondre. Donc oui, c'est clair. Alors, pour moi, il projette en partie ce qui se passe localement sur la situation globale mondiale. Alors, je dis bien en partie, parce qu'il y a un autre côté, c'est la partie écologique, l'effondrement écologique. Alors là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Pour moi, oui, c'est vrai, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la civilisation thermo-industrielle ou les révolutions industrielles, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. La mégafaune a disparu partout où les humains sont arrivés assez rapidement, et c'est pas spécifique à l'humain. Quand il y a, je sais plus, 2 ou 3 milliards d'années, j'ai oublié la date exacte, les cyanobactéries, à l'époque, c'était les seuls habitants de la planète. Ils respiraient du CO2, il y en avait beaucoup à l'époque. Et c'était leur atmosphère. Et les cyanobactéries émettent un déchet qui s'appelle l'oxygène. Pour elles, c'est un déchet. C'est un déchet toxique, très corrosif. Et en fait, si on en croit Pablo Servigne, peut-être qu'à l'époque, il y avait des cyanobactéries serviniennes qui disaient à leurs consoeurs « Ouais, mais faudrait qu'on arrête un peu de respirer là, parce que regardez, les taux de CO2 dans l'atmosphère s'effondrent, c'est de plus en plus difficile pour nous, on fout tout en l'air. » C'est vraiment ce qui s'est passé, ça s'appelle la grande oxydation, et les cyanobactéries se sont retrouvées dans la merde, parce que elles ont émis trop de CO2, et c'est ce qui nous a permis à nous d'apparaître. Donc merci à elles de pas avoir fait de décroissance. Et ça fait partie de la vie, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas du tout spécifique au méchant système capitaliste ultra-violent qui améliore notre espérance de vie. Ça, il oublie de le dire. Mais oui, donc c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a des signes inquiétants. Voilà. Après, comment on les interprète, ces signes inquiétants? Là, ce que je reproche à Pablo, c'est précisément qu'il a une lecture monoparadigmatique de la situation. C'est-à-dire une cause, un effet, une solution. Et c'est tout. Non, il y a une possibilité. Donc, admettons, on est d'accord sur l'accélération. Mais ensuite, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir un effondrement, ça c'est vrai. Moi, je dis pas le contraire. Hein. Je suis bayésien, donc je me dis, c'est un scénario, je sais pas, je le mets autour de 10-15%. Enfin, pas en France. En France, on y est déjà. Donc, pour moi, c'est plutôt du 90% et c'est jusqu'où ça va aller. Mais à l'échelle de la planète, on peut avoir un effondrement total, définitif, duquel on se relève jamais. On peut avoir un effondrement total, mais pas définitif, duquel on se relève, je sais pas moi, dans 1000 ans. Quand l'Empire romain s'est effondré, on a mis à peu près 1000 ans à s'en relever. De 500 à 1500, ben voilà, c'est le Moyen-Âge, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Ça a été un peu... on a pédalé pour revenir au niveau d'avant. Le système de gestion de l'eau de Rome, les aqueducs et la gestion des eaux usées, on a réatteint ce niveau qu'en 1800 et quelques, 1850. Vous vous rendez compte? On a mis 1500 ans à retrouver ce niveau de civilisation. Donc voilà, ça arrive, des effondrements de civilisation. Donc je vais pas dire le contraire, je vais pas dire on est immunisé magiquement cette fois-ci. Donc oui, c'est possible. Ça peut aussi être un effondrement partiel. Et pour l'instant, moi, c'est ce que j'observe. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit. Oui, l'Europe est en train de s'effondrer. La France en particulier. C'est un peu le leader dans l'effondrement, je pense, en Europe. Cocorico. Mais donc pour moi, ça colore sa vision. Oui, il voit des signes d'effondrement. Bah oui, parce qu'on est au milieu. Mais est-ce que c'est dû à la fin du pétrole? Normalement, c'est sa théorie. Enfin, c'est ce que m'a dit Grok. Et ben non, le pétrole, il y en a.
Est-ce que c'est dû à l'effondrement écologique? Ben non, on mange encore, il n'y a qu'à voir autour de nous, on fait pousser des plantes, enfin la production agricole de l'Europe ne s'est pas effondrée. Donc pour moi, bon, je suis pas à sa place, mais voilà, je pense qu'il extrapole un petit peu trop la situation locale à l'échelle globale. Et je vous dis, bon, peut-être que demain la Chine va s'effondrer tout d'un coup, qui peut le savoir. Mais pour l'instant, on peut pas dire que c'est un effondrement global. Donc ça m'amène à cette fameuse question, est-ce qu'il est un bisounours? Bon, pour moi, vous avez bien compris que je penche déjà fortement dans cette direction. Donc on va voir ce qu'il en dit. Et c'est là où j'ai quand même été étonné par sa réponse. Et du coup, je passe mon temps à essayer d'éclairer les militants, les activistes. Et c'est pour ça que je parais bisounours spirituel, je sais pas quoi, mais c'est pour qu'on dure. Moi, je veux investir dans le long terme. Si tu investis dans le court terme, c'est que tu investis dans la violence. La violence gagne toujours à court terme. Et là, on en revient à ta question. C'est pour ça qu'il y a des réponses fascistes, simplistes. Le fascisme, c'est quoi? On comprend rien à la situation, c'est trop complexe, et ça l'est. Ça, j'ai trouvé intéressant qu'il admette. Oui, la situation est complexe. Alors, effectivement, lui, ça le valorise, parce qu'il se met en situation de, oui, moi, je comprends la complexité, je vous explique. Les fascistes, ils sont un peu limités du bulbe, mais bon, on peut comprendre leur réaction. Bon, on va y revenir là-dessus après, sur ces histoires de niveau de compréhension des choses. Avec la spirale dynamique dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente sur les histoires de complexité. Bon, je lui laisse la parole. C'est pas que les gens sont stupides ou quoi, c'est que c'est très complexe. Du coup, comme on a appris petit à faire appel à une autorité paternelle, figure du père, fascisme, il va rajouter non seulement de la simplicité avec des décisions débiles, mais il va rajouter de la violence verticale et de la violence horizontale, et on est pris dans un maelstrom de violence qui appelle toujours plus de violence. Et oui, alors ça, la surenchère de la violence, bah oui, ça existe. Quand il y a une guerre, bah oui, c'est à celui qui va cogner le plus fort sur l'autre pour gagner. Mais une fois qu'il a gagné, la violence, elle s'arrête. C'est pas infini, ce truc-là. C'est là où, en fait, il analyse tout à travers ce prisme de la méchante violence qui sert à rien, qui n'existe pas dans la nature, sauf les humains, on ne sait pas trop pourquoi, et si, parce qu'ils sont stupides, voilà, et qui part à l'infini, quoi. Donc déjà, non, bon, bref, je laisse finir, et après je vais commenter. Et de performance, qui, comme le dit Olivier Hamon, c'est de la violence. La performance et l'efficacité, c'est de la violence. Donc là, il parle de la compétition, il appelle ça la violence horizontale. Je précise, parce que j'ai interrompu ce qu'il disait. Donc les gens qui disent efficacité et performance, surtout dans les milieux activistes, faut s'en méfier parce qu'ils rajoutent de la violence à la violence. Sauf que vous allez me dire, ouais, mais si on fait tous les pacifistes, on meurt face aux violents. Oui, on meurt. Bon, voilà. En fait, c'était ça la grande question que je me posais, c'est qu'est-ce qui répond à ça? Les pacifistes, ils se font dézinguer par les violents. Il dit oui, on meurt. Bon, il a l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Mais bon, on va écouter ce qu'il dit, parce que évidemment, il va pas en rester là. Oui, on meurt. À court terme, les violents gagnent. Et à long terme, ils perdent tout. C'est-à-dire qu'ils seront sélectionnés, tout va s'effondrer. C'est-à-dire que les systèmes hiérarchiques pyramidaux ultra compétitifs finissent par s'effondrer. Et restent les résidus, s'il en reste, de gens qui refont des sociétés pacifiées. Et c'est ça les peuples premiers, en fait. Tu vois, c'est une grille de lecture. Mais à long terme, si tu investis dans la paix, tu investis dans le long terme. La complexité, l'horizontalité, la coopération, l'empathie, tout ça, c'est du long terme. On perdra face aux violents. Et en fait, juste pour terminer, c'est important cette grille de lecture, c'est que j'ai été voir justement des chamans en Colombie, des tribus, je sais pas si je le raconte, je te l'ai déjà raconté, et je leur disais, mais pourquoi certains peuples en Colombie, les Indiens, ils prennent des machettes, des barres de métal et des fusils, ils vont récupérer leurs terres qu'on leur a volées. Ils sont dans la résistance, tu vois. Pourquoi? Et d'autres, non. Les Kogis, ils n'ont jamais pris d'armes, ils ont toujours choisi la paix, ils ont toujours fui dans les montagnes. Et ils disent en fait, parce que faut faire très attention à la résistance, parce que c'est aller dans le rouge, c'est une réactivité, et tu te coupes de la terre-mère, tu te dénombriles, comme je l'avais dit une fois, et donc il faut, tu crées une caste de guerriers qui est dissociée, qui a choisi la voie de la violence, et ça peut être très légitime, j'ai rien contre la légitime défense, tout ça, mais il faut les réassocier. Il faut qu'il y ait une base arrière de vers
de communauté, de tribu, de liens qui détraumatisent, qui réassocient. Sinon, elle reste, cette caste de guerriers, elle reste dans l'errance, dans la dissociation, et elle multiplie et elle perpétue la violence. Et on en arrive à quoi ? Au patriarcat, au capitalisme, parce qu'on est dans des sociétés totalement dissociées en Europe et on s'est fait... Bon voilà, alors là il y a pas mal de trucs à commenter. Alors, les fameux peuples premiers qui seraient pacifistes et tout ça, machin. Bon, ça, c'est pas que c'est faux, mais encore une fois, c'est trompeur. Oui, au Paléolithique, quand il y avait une poignée d'humains sur la planète, évidemment, ils n'avaient pas intérêt à se foutre sur la gueule. Ils avaient la place d'aller ailleurs pour survivre. Donc ça avait aucun intérêt pour les tribus, pareil que pour les animaux, de force à peu près équivalente de se battre. Et en plus, c'était des sociétés, au moins pour ce qu'on en sait, plus ou moins aujourd'hui, assez égalitaires. Mais c'est pareil, c'était une question de survie, c'était pas une question de... Ils comprenaient mieux les choses ou autre. Ensuite, son idée de... la violence qui part à l'infini une fois qu'on a foutu le pied dedans. Bah non, une fois qu'on a gagné la guerre, on fait la paix, on n'est pas obligé de continuer, on n'est pas assigné à l'éternité en tant que, parce qu'on a fait la guerre pendant 2 ans, à être dans la violence tout le reste de sa vie, et ses enfants aussi. Et son raisonnement là, en fait, veut rien dire dès qu'on le décortique un peu. C'est très très caricatural. Et comme je l'ai dit, le capitalisme, voilà, je vous l'ai montré avant, c'est une des sociétés les moins violentes, en tout cas à cette échelle en plus, et qui apporte autant de bienfaits qui existent. Bon, et les Kogi qui partent dans la montagne, ben oui, tant mieux pour eux s'ils peuvent éviter la violence et s'ils ont cette solution. Mais tout le monde n'a pas forcément cette option-là, d'abandonner ses terres et de laisser tout ce qu'ils ont gagné à d'autres. Donc c'est bien, après il dit, oui... il accepte qu'il y ait de la violence parce que, en fait, dans son raisonnement, il se dit, je vais pas surenchérir sur la violence. Donc, j'ai pas d'autre choix que d'accepter. Et d'accepter éventuellement de me faire tuer. Bon, mais le problème, c'est que, une fois que t'es tué, t'es mort, c'est tout. Tu joues plus. Tu pourras pas devenir pacifiste plus tard. Ni tes enfants, ils seront plus là. C'est tout ce à quoi ça mène. Donc, des fois, et je dis pas que je suis pour la violence et pour la guerre. Des fois, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Ou des fois, on fait le choix, et c'est un choix, je vais pas dire comme un autre, mais c'est un choix qui se justifie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un choix qui amène, comme il raconte, à la destruction automatique, définitive et totale. Parce que ça créerait des hiérarchies et tout ça. Donc, oui, c'est un bisounours, et maintenant, on va regarder ça, justement, avec cette histoire de spirale dynamique. Donc lui, en fait, son niveau d'analyse des choses, de compréhension, il est là, le niveau pluraliste. Donc je refais pas la vidéo précédente sur la spirale dynamique, allez la voir sur la complexité. Chaque niveau résout les problèmes du niveau précédent. Donc effectivement, lui, on retrouve bien ici le chercheur qui a une vision de l'ensemble du système, qui a accès à la pensée complexe, et il comprend les niveaux précédents. Sauf que, de manière assez ambiguë quand même, des fois explicitement, il les condamne. Les fascistes, c'est ici, là, c'est à ce niveau-là qu'ils apparaissent. Les traders individualistes, ils sont ici. Donc une fois que les fascistes ont pacifié une zone, eh bien c'est là où on a les individualistes qui rentrent en compétition, parce que c'est le niveau suivant de la pyramide, hein. Et il n'a pas complètement tort, c'est-à-dire que lui, là, il se situe ici. Il a identifié les problèmes posés par le niveau précédent, donc la compétition entre les individus, il en parle beaucoup, et il parle aussi de la violence hiérarchique, donc en fait, il parle beaucoup de là. Donc ce système-là, c'est vrai, crée des problèmes. Mais son système à lui crée aussi des problèmes. C'est quoi les problèmes qui sont créés par ce système-là ? En fait, pour que ça marche, son système bisounours, pacifiste, on n'accepte que la coopération, on élimine la compétition et la violence. Pour que ça marche, vous n'avez pas le choix. Vous allez être obligé de laver le cerveau de tout le monde, parce que les gens,
Certains ne comprennent pas ces niveaux-là, tout simplement. Ils n'ont pas envie, ça leur plaît pas, c'est pas leur manière de voir ou de faire les choses, peu importe. Donc, en fait, vous êtes obligé de mettre en place un totalitarisme pour arriver jusque-là. Et c'est le danger aujourd'hui, hein, les instances internationales comme l'ONU, voire même l'Union européenne, ce sont des systèmes à tendance totalitaire, précisément parce que ce sont des systèmes qui veulent éliminer, et en fait qui sont sensibles au discours similaire à ceux de Pablo Servigne. Et ce discours, c'est un discours d'universitaires, donc ce ne sont pas des gens faits pour la violence, ce sont des intellectuels, ils sont habitués à se battre contre des idées et des bouquins, pas contre des gens. Et ces gens sont en majorité les élites intellectuelles des pays modernes. Ce sont des bureaucrates. Ils travaillent dans des bureaux avec des bouquins. Et ils ont une influence importante aujourd'hui. Et c'est pour ça que son idéologie, quand elle se diffuse, ça nous donne des choses comme l'Union européenne, qui, à travers des régulations, à travers des systèmes de surveillance des citoyens, des systèmes de quotas, et ben en fait, on arrive, puisque, comme je vous le disais, ils sont sensibles à ce genre de discours, ils en arrivent à la conclusion logique que nous, on n'est pas violents, on est des humanistes, nous qui dirigeons l'Union européenne. Donc, évidemment, on va pas faire comme ces fascistes, ou ces traders individualistes, ou ces mafias à droite à gauche. Nous, on est plus malins. Donc, on va mettre en place une ingénierie sociale, on va convaincre les gens petit à petit, on va surveiller ce qu'ils disent, mais sans déroger aux sacro-saintes lois de la démocratie. Donc on va surveiller, mais en mettant des garde-fous, mais on va quand même surveiller, et puis on va quand même limiter la consommation de viande, parce que la viande ça pollue, etc., etc. Et puis on va réguler la courbure de la banane, et ce n'est pas une blague, ça existe. Et on va mettre en place les bouchons de bouteilles attachés, alors, je ne sais même pas quel est le raisonnement derrière cette absurdité bureaucratique, je ne suis pas allé creuser. Mais bon, bref, ça va forcément dériver en totalitarisme. Donc, voilà, je suis en train de vous expliquer le problème de ce niveau-là, qui va déboucher sur les solutions du niveau suivant, si on fait le saut civilisationnel. Si on ne le fait pas, ce truc-là va foirer, et du coup, l'aventure de la civilisation va en prendre un coup dans l'aile, et on va retomber, je ne sais pas dans quel niveau, mais on va retomber dans les niveaux précédents. Probablement pas celui-là, puisqu'on en sort à peine, donc ça sera sûrement des régimes fascistes. Donc les gens qui n'ont pas Pablo Servigne n'ont pas tort d'avoir peur de quelque part, de ces scénarios-là. Mais c'est là où, pour moi, le discours est ambigu, parce que, je vous disais, c'est teinté de moralisme par moment, et puis, alors, le discours de Pablo Servigne, c'est justement, non, il ne faut pas se laisser aller à la peur, ce sont des réflexes archaïques, machin, qui nous entraînent vers la compétition, la destruction, patin couffin, et on peut faire mieux que ça, et tout le monde sera gagnant. Oui, mais en réalité, il y a une peur derrière, une peur de retomber dans ces niveaux-là, et voilà. Donc, moi, par rapport à tout ça, ma position, c'est que c'est pas une histoire de hiérarchie, il faut comprendre tous les niveaux. Il faut pas se limiter à un et exclure les autres. On fait ça pour survivre, à la fin, lui aussi, il veut survivre, quoi qu'il en dise. Si on lui donne le choix entre tu survis et tu meurs, et ta descendance meurt, bien sûr qu'il va choisir la survie. Bien sûr qu'il veut aussi la sécurité. Mais, donc, il est confiné dans son monoparadigme, il ne voit pas que son scénario, ce n'est qu'un scénario, qu'il y en a plein d'autres possibles, et en l'occurrence, il y a celui de l'accélération. Alors, oui, c'est un risque. Je ne vais pas vous dire, non, c'est le chemin qu'il faut prendre, etc. Maintenant, c'est moi qui ai raison, ça serait la catastrophe si on fait autrement. Non, je ne vais pas vous dire ça. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le chemin de l'accélération, c'est celui qu'on prend depuis le début, et que derrière, si on parvient à franchir l'étape civilisationnelle dans laquelle on est, qui est périlleuse, hein, ça, en tout cas, je n'en disconviens pas, et qui est déjà, comment dire, je vais pas dire mal engagé, mais on a déjà mis un pied dans les problèmes. Donc là, on va être obligé de les résoudre, hein. Donc la voie de l'accélération, derrière, si on y parvient, eh bien, l'espérance de vie va très probablement continuer à augmenter. On a même un espoir peut-être de dépasser les 120 ans fatidiques
maximum grâce aux progrès qui sont faits dans la médecine. Il y a la conquête du système solaire. Alors là, j'espère que ça posera pas trop de problèmes à Monsieur Servigne qu'on aille aller coloniser, exploiter, faire violence aux astéroïdes. Normalement, ça devrait passer, ça. J'espère qu'on n'aura pas des défenseurs des astéroïdes, mais bon, comme on a des défenseurs de l'écologie, parce que oui, les systèmes écologiques autour de nous, s'il n'y avait pas nos murs, nos maisons climatisées et tout ça, et le reste du vivant essaie de nous bouffer, hein, comme nous, on essaie de bouffer le reste du vivant. Bref, je suis un peu moqueur, un peu trop là. Ce que je veux dire, c'est que cette accélération peut, et moi c'est mon pari, peut être une solution, y compris à la crise écologique et à la crise climatique. Précisément avec des nouvelles formes d'énergie, précisément avec les IA qui vont nous aider à mieux gérer les écosystèmes, à mieux comprendre les besoins des animaux et à mieux cohabiter avec eux, etc., etc. Mais après, c'est pas moi qui décide des règles de la vie et de la thermodynamique, qui fait que on est obligé de lutter contre l'entropie en permanence pour survivre. Donc, pour traduire ça, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire il faut manger et produire des déchets. Quand je respire, j'émets du CO2. Et ouais. Donc, s'il faut plus émettre de CO2, il faut arrêter de respirer. Hein. Donc, évidemment, je suis pas en train de dire le béton c'est super, la guerre c'est super, la compétition, débrider de tous contre tous c'est super. Mais ce que je dis, c'est que il y a beaucoup d'exagération, de propos fallacieux dans la proposition de Pablo Servigne qui est séduisante et qui arrive l'air de rien, avec il prône pas de violence, il a un discours d'un ordre de complexité supérieur aux autres. Ce que je veux dire par là, c'est que lui comprend les réactions des autres, mais les autres ne comprennent pas forcément les siennes. Il a accès, c'est vrai, il faut le dire, à un niveau de complexité dans son analyse plus important que la moyenne. Donc tout ça, ça lui donne beaucoup de crédit. Et comme je vous le disais, c'est même aujourd'hui les discours dominants dans les élites, et particulièrement en Europe. Mais voilà, s'il y a une conclusion que je peux donner à tout ceci, c'est méfiez-vous des discours angéliques.